Alors ça peut sembler un peu anachronique parce que Saint Jean, tout le monde dit qu'il a écrit quand il était vieux, et puis là on voit un jeune Saint Jean, mais il ne faut pas oublier que Saint Thomas reconnaît 3 qualités à Saint Jean: la pureté du cœur, la perspicacité de l'intelligence et la jeunesse. Voilà, alors il y a toujours un aspect symbolique aux icônes, et c'est donc ça qui a voulu être représenté. La jeunesse de Saint Jean, c'est-à-dire une personne capable de recevoir beaucoup et de se laisser transformer par ce qu'il reçoit comme lumière. Alors que Dieu Tout-Puissant, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, de notre Père Saint Jean, daigne bénir cette icône pour que Saint Jean nous apprenne à ouvrir notre cœur pour recevoir, et notre intelligence pour recevoir la lumière que le Seigneur veut nous communiquer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, bonne écoute. Merci. Alors aujourd'hui, on va travailler ensemble sur ce qui réclame le plus de patience dans la philosophie du vivant. Vous voyez, quand on fait la philosophie de l'homme vivant, on a envie de se précipiter vers la vie intérieure, on a envie de se précipiter vers l'intelligence symbolique, on a envie de se précipiter vers l'intelligence contemplative, on a envie de se précipiter vers beaucoup de choses. Et en fait, on va voir qu'il faut prendre le temps d'intégrer, de réaliser le vivant que nous sommes et d'intégrer la vie la plus élémentaire qu'on appelle la vie végétative, l'endroit où nous sommes l'endroit où nous sommes des végétaux. Alors, on peut dire qu'aujourd'hui, nous avons la chance que dans ces, vous voyez, 50, un peu plus, 70 dernières années, par plein de biais. D'un côté, par la médecine, pensez beaucoup à la chirurgie, à tout le travail sur les greffes. De l'autre côté, par tout le souci de la nutrition. Et puis, ultimement, par cette prise de conscience du lien entre la nutrition et notre état intérieur. Ce fameux livre sur le fait que notre intestin est notre deuxième cerveau. Je pense que non seulement ça n'aurait intéressé personne, mais je pense qu'il y a 200 ans, on aurait dit « mais ces gens sont fous, ils prennent leur ventre pour le centre de leur existence ». Et on s'aperçoit que de ne pas avoir pris le temps d'intégrer ce qu'est la place de la nutrition dans la vie humaine, eh bien, on le voit bien, le développement d'une nutrition qui fait plaisir et dont on ne se soucie plus de la qualité. Quand on est dans une économie de survie, on mange ce qu'on a sous la main, donc on n'a pas tellement à se poser la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait manger mieux. Mais il se trouve que le monde contemporain, depuis 50 ans, a appris non pas à manger mieux, mais à manger ce qui faisait plaisir et ce qui était économiquement rentable, c'est-à-dire à manger souvent n'importe quoi. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on constate scientifiquement les dégâts graves. L'autre jour, un cousin médecin me disait que la problématique de l'obésité qui était galopante aux États-Unis il y a 10 ans est désormais en France. Une des épidémies majeures en France, c'est l'obésité. Et l'obésité, c'est le mal manger, c'est en fait la destruction du végétal en nous. Voilà. Donc, du coup, alors, il ne s'agit pas simplement de réfléchir sur les plantes, donc ce n'est pas simplement le botaniste qu'on va écouter, pas simplement l'agriculteur, c'est d'essayer de prendre conscience en nous de cette réalité, de la constitution végétale de notre corps. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors évidemment, je ne me suis pas attardé parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc vous voyez, on a découvert l'âme. L'âme, c'est ce principe de vie. Ce principe de vie, c'est très étonnant de voir que la forme élémentaire de son pouvoir et de son exercice, de ce principe de vie, c'est la vie végétale. Alors bien sûr, cette vie végétale, je veux dire, on ne s'est pas tardé, on aurait pu le faire, elle intègre toute la vie de la matière. Enfin, pardon, elle intègre toute la réalité de la matière. La vie végétale, elle intègre du minéral. Toute forme de minéraux. Mais la vie végétale, elle intègre aussi du liquide, notamment énormément d'eau.
La vie végétale, elle intègre aussi du gazeux. La respiration fait partie d'un élément clé de la vie végétale en nous. Et de la manière qu'on peut dire qu'un arbre respire, nous respirons parce que nous sommes des arbres. Et puis, évidemment, il y a aussi cette chose extraordinaire qui, là aussi, vient du monde physique, qui est la chaleur. C'est vrai, je réalisais, c'est bête, mais évidemment, partant de canicule, on est bien obligé de s'en apercevoir que la lumière est porteuse de chaleur. C'est vrai, on aimerait bien certains jours qu'il y ait de la lumière sans chaleur. On sait faire, et d'ailleurs, on ne sait pas non plus faire de la chaleur qui ne soit pas capable de se transformer en lumière. Voilà. Et donc c'est très bizarre la chaleur, l'intégration de ce que les anciens appelaient le feu. On n'a pas d'ailleurs de qualificatifs, on a des qualificatifs scientifiques, mais c'est difficile de cerner ce que c'est que le feu, ce que c'est que l'énergie calorifique. En sachant que vous avez quand même, à part la lumière, hein, il semble bien, enfin pas il semble bien, on est certain qu'il y a une immense part de l'univers qui est sans chaleur. Très impressionnant, la manière dont la chaleur dans l'univers est rassemblée autour de ces corps que sont les étoiles. Ou les étoiles en voie d'extinction, on voit qui s'éteignent progressivement, comme le sont certaines planètes. Et donc, vous voyez bien, se pencher sur le végétal en nous, c'est prendre conscience, beaucoup de notre corps n'est pas que végétal, mais sa constitution matérielle, elle est essentiellement végétale. On ne prend pas toujours le temps de s'apercevoir que nous sommes corporellement essentiellement des arbres. Mais la manière la plus simple de l'entrevoir, c'est que notre corps, il est constitué de tissus. Le tissu, c'est végétal. D'ailleurs, c'est très étonnant, on fait aussi du tissu, on fait du tissu avec du coton, on fait du tissu avec de la laine, mais la laine, c'est la part la plus végétale du corps, non? C'est les cheveux. Et les cheveux ou les poils, c'est la part la plus végétale du corps. On ne peut pas faire plus fil. Mais de manière beaucoup plus large, c'est très impressionnant de voir que, encore j'étais avec ce cousin qui est un chirurgien de ce qu'on appelle les parties molles, donc de tout le ventre, et c'est impressionnant, les tissus, l'extraordinaire, on est presque une cathédrale de tissus. Vous voyez, on n'est pas une cathédrale de pierre, bien sûr qu'il y a du végétal minéralisé comme les os, mais les os eux-mêmes ça pousse, les pierres ça pousse pas. C'est très impressionnant d'avoir inventé, vous voyez, une pierre qui pousse, ça s'appelle l'os. On sait bien d'ailleurs, ça pousse. Pourquoi est-ce que chez les enfants ça pousse une fois, puis que tu te recasses les dents plus tard, ça ne repousse pas? Ce serait bien si chaque fois qu'on se casse une dent, le dentiste n'aurait qu'à t'arracher la dent. Du coup, elle repousserait à l'état. Ben non, ça marche quand tu as des dents de lait, mais tu as droit à une fois, quoi. Tu n'as pas droit à deux fois. Et donc, c'est très étonnant, comment vous dire ça, l'organisation végétale de l'ensemble de notre organisme. Et précisément, comme si on le regarde à la lumière de l'âme, notre organisme, c'est nous. Je ne suis pas une âme spirituelle qui existe dans un organisme. L'organisme, c'est... Alors, vous voyez, c'est les deux extrêmes, on l'a vu. Le matérialiste dit « je ne suis qu'organisme », mais le spiritualiste dit « je ne suis que provisoirement dans un organisme ». Parce que bientôt, la vie éternelle m'attend, et la deuxième vie, une troisième vie, une quatrième vie. Enfin, si ça se passe pas bien d'ailleurs, tu redescendras dans un organisme encore plus élémentaire. On sait bien, dans le samsara, si tu rates ta vie dans l'organisme humain, tu reviens dans un organisme inférieur, animal, enfin, ou humain de classe inférieure. Après ça, tu finis à l'état de caillou, puis là, c'est réglé. Ta vie, tu ne peux plus la bouger parce qu'elle est définitivement fixée dans son négatif. Et donc, c'est très étonnant. La difficulté que nous avons à accorder une juste valeur à notre vie corporelle dépend la plupart du temps, en fait, de l'intelligence inconsciente, très souvent, malheureusement, que nous avons de notre vie végétative, donc notre corps comme réalité végétale. On pourrait presque dire que c'est la base. Et c'est très heureux que la culture contemporaine occidentale rejoigne là la sagesse de beaucoup de sociétés premières, qui est cette intelligence du végétal. Le propre des sociétés premières,
c'est que précisément l'osmose avec la nature fait que je garde une intelligence extrêmement forte du caractère végétal du corps. Toutes les sociétés primitives ont une évidence du caractère, de ce qui les apparente et de ce qui les différencie du monde végétal, du monde minéral et du monde animal. Et donc, il est bon que nous nous réapproprions ça, pas simplement sous la forme de cosmétiques, de médicaments, de chirurgie esthétique ou pas, et de sauvetage médical, vous voyez, ce qui est bien. Mais que nous n'attendions pas ces situations critiques, ou ces situations, ou de le vivre de manière superficielle, mais que de prendre le temps d'intégrer, on va presque dire de prendre en charge pour le coup, dans la vie intérieure de l'homme, dans la vie spirituelle de l'homme, dans sa responsabilité, parce que l'âme a une capacité, vraiment, elle a une capacité d'intériorisation d'elle-même, ça s'appelle la vie spirituelle, donc elle a une capacité, nous avons la chance d'avoir une vie capable de prendre en charge, une vie spirituelle, non matérielle, capable de prendre en charge la part matérielle de notre... Et vous le savez, à la différence des animaux, alors heureusement que notre vie végétative ne fonctionne pas uniquement à la mesure de la compréhension que nous en avons. Vous voyez ce que c'est que... Heureusement qu'il y a une partie qui fonctionne de manière instinctive. Si tu ne pouvais pas respirer tant que tu n'as pas compris la respiration, rien digérer tant que tu n'as pas compris la digestion, si tu ne grandissais pas tant que tu n'as pas compris la croissance, enfin, vous voyez, on demeurerait tous à l'état informe et monstrueux d'être... Voilà. Donc, mais c'est pas parce que de manière élémentaire, il y a quelque chose de la vie végétative qui se développe de manière purement autoprogrammée, on va dire ça, comme ça, d'accord, que quelque chose du déploiement et de l'usage humain plénier de cette vie végétative ne réclame pas, pour le coup, une prise de conscience et une prise en charge. Le rôle de la philosophie du vivant, ça n'est pas que ça, mais en partie, c'est de faire, je vous dis, ce que font aujourd'hui tout un nombre de courants qui ou bien redécouvrent ces sociétés premières et leur sens du végétal, mais aussi tout ce qui se passe autour de la nutrition, tout ce qui se passe autour de le renouvellement de l'intelligence autour de l'aliment, autour du végétal, autour de la culture, autour de l'agriculture. La permaculture, c'est de la réappropriation, hein. C'est d'ailleurs pathétique, puisque on a arraché des gens qui avaient l'intelligence, on a siphonné le cerveau de gens qui avaient une intelligence de la permaculture dans les années 60-70, je parle des agriculteurs, qui étaient des paysans à l'époque, pour en faire des agents de l'industrie agricole contemporaine. C'est très impressionnant. Et aujourd'hui, on leur dit, on est désolé, oups, on s'est trompé, on vous a siphonné le cerveau, mais c'est dommage, parce qu'en fait, toute la sagesse qu'il faudrait pour aujourd'hui, c'est celle de vos ancêtres, dont on vous expliquait que c'était des idiots. Enfin, moi, j'ai assisté à ça, c'était très frappant. Enfin, en l'occurrence, la personne ne s'est pas siphonné la tête, mais il avait des voisins agriculteurs qui se siphonnaient la tête, qui rentraient dans l'industrie agroalimentaire la plus sauvage qui soit, et la plus inintelligente, et du végétal, je ne vais pas vous faire des courses au Monsanto et autres, voilà, et de l'organisme humain. Et donc, il est bon que, vous voyez, je vois même par rapport à la première fois que j'ai entendu parler de philosophie du vivant, c'est il y a 35 ans, et c'est vrai que ça a, la vie végétative, aujourd'hui, ça a une actualité très forte. Vous voyez, on va dire, on est porté par l'environnement. Par contre, c'est vrai qu'il faut passer de l'information à la prise de conscience sur est-ce que je perçois, on va dire, à la perception, l'apprentissage d'une perception plus aiguë de la végétalité de mon organisme et donc de ma personne. Autrement dit, est-ce que je coopère au végétal en moi? Est-ce que j'en ai conscience? Est-ce que j'en prends soin? Et est-ce que je rentre dans sa dynamique propre? Ou est-ce que je reste à son usage pratique? C'est-à-dire que moi, je m'en fous, pourvu que je mange à peu près ce qu'il faut, tant que j'ai pas de problème. Vous voyez, c'est ce que beaucoup de gens font, hein, tant que tu n'as pas des problèmes de digestion, tu manges tout, tu es les omnivores. Ça ressemble à des incinérateurs calorifiques, tu mets tout dedans. Moi, je sais très bien, un frère d'origine bretonne comme moi, j'ai dû lui expliquer que non, la peau du bombelle, ça se mange pas. Alors, il s'attaquait pas au babybel, vous voyez, mais le bombelle, le truc orange, là, il mangeait tout. Je dis non, tu vois, c'est pas fait pour être mangé. La peau du camembert, si tu veux, du gruyère aussi, mais pas le bombelle, c'est du plastique.
D'ailleurs, on se réveille, on s'aperçoit qu'on a assimilé plein de plastique, qu'il y en a partout. Enfin bon, je ne vais pas vous faire refaire tous les commentaires d'aujourd'hui, mais ce qui m'importe, c'est ça. C'est d'abord Et je pense que la première piste, c'est le tissu. Pourquoi ? Parce que le tissu, c'est le vecteur du toucher externe et le toucher interne. Vous savez ce qu'on appelle la proprioception. On ferait mieux d'ailleurs de parler de toucher interne, à mon avis. Parce que la proprioception, c'est purement du toucher. Vous voyez, la proprioception, alors, il y a la perception externe, surfacielle, et puis il y a la perception interne. Quand j'ai mal au cœur, quand j'ai le sens de la perte de l'équilibre, quand j'ai mal au ventre, quand j'ai mal à la tête, voilà. C'est pas ma peau externe qui perçoit, mais c'est du toucher interne. Et donc, comment dire ça ? Du coup, c'est la chose la plus facile de prendre conscience que nous sommes tout entier tissulaires. Alors, il n'y a pas que du tissu, puisqu'il y a du liquide et du gazeux. Mais vous voyez bien que ça soit les vaisseaux, que ça soit les organes, que ça soit la peau, que ça soit les os, tout ça, c'est du tissu. Et en plus, c'est du tissu très élaboré. Quand vous demandez aussi bien un ostéopathe qu'un chirurgien ou un spécialiste, comment on appelle ça, des maladies cardiovasculaires, de vous expliquer le gainage des veines, des artères, vous voyez, comment dire ça, le gainage variable des organes. Et puis la connexion des uns sur les autres. Qu'est-ce que c'est que le système nerveux ? C'est du tissu qui conduit de l'énergie et de l'information. C'est du tissu. On n'a pas des fils électriques, vous voyez. C'est du végétal. On n'a pas de métal. Enfin, vous voyez, vous n'avez pas des. On peut vous rentrer du métal dans le corps. Ça s'appelle des. Vous cassez les jambes, on peut vous mettre des prothèses, mais je veux dire, c'est qu'on n'a pas un circuit, comment ça s'appelle ça, en zinc ou vous voyez, interne au corps. Voilà. Enfin, vous intéressez pas les ferrailleurs, quoi. C'est ça que je veux dire. À part vos dents en or et quelques prothèses en métal, en titane peut-être, mais voilà. Et donc concrètement, ce qui est en plus très intéressant, c'est que ces tissus sont poreux. C'est-à-dire qu'ils sont non seulement, dans certains cas, ils sont organisés en tubulures, comme les vaisseaux, mais en plus, ils sont des lieux d'échange. C'est-à-dire que les tissus sont des tissus stratifiés. D'accord ? C'est pas, comment vous dire ça, c'est pas des tubes vous voyez, comme vous faites dans le bâtiment, vous faites des tubes en plastique, vous faites des tubes en PVC, vous faites des tubes en béton. Voilà. Ça, c'est le tube primaire débile. Enfin, on est des tubes. Nous, c'est beaucoup plus complexe. Il y a une porosité. D'accord ? Et la science, ça qui est intéressant, est au début de l'intelligence, de la connexion de l'ensemble de ces tissus les uns par rapport aux autres, via le système sanguin, via le système nerveux. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir que ces tissus, parce qu'ils sont poreux, assurent aussi, ce sont des médiateurs, ou ce sont des membranes à la fois filtrantes, ce sont même des membranes qui contribuent à l'assimilation. Très bizarre que ce qui nous fait assimiler, ce n'est pas la marmite qui est l'estomac, c'est l'organe qui est l'estomac. Et l'intestin, c'est du tissu. D'accord ? Donc le tissu est ce par quoi s'assimile l'aliment. Parce que je vous souhaite que vos conduits d'eau potable, on ne souhaite pas qu'ils soient poreux. C'est possible qu'ils soient étanches. Que ce soit pour l'électricité, que ce soit pour l'eau, que ce soit pour le gaz, vous voyez, je veux dire, dès qu'il y a une fuite ou dès qu'il y a une porosité, c'est un problème, on change le tube. Là, c'est l'inverse. On va devoir vous changer les tubes du cœur, par exemple, parce qu'ils ne sont plus suffisamment poreux, ils ne sont plus assez souples, ils sont devenus rigides, c'est devenu de bons conduits pour l'eau courante, mais ce n'est plus du tout des bons conduits pour le sang, par exemple. Et donc, c'est très impressionnant de voir que l'osmose entre le solide et le liquide, dans tous ces tissus qui constituent notre organisme, est un outil, enfin oui, un organon, puisque le mot organon, ça veut dire outil, est un instrument qui nous permet d'assimiler le milieu intérieur et de transformer en interne les éléments les uns dans les autres.
Voilà, et donc, j'ai presque envie de dire, il y a une intelligence interne au tissu, ça s'appelle l'organisme. Alors, vous voyez ça chez dans les plantes, hein, évidemment, par analogie. C'est très étonnant. On peut appeler ça l'intelligence des plantes, en tout cas, il y a une espèce d'intelligence du végétal. Enfin, d'intelligence. Il y a comme quelque chose, comme une intelligence du végétal. Une cohérence interne avec une certaine dimension d'autonomie. C'est pour ça qu'on va parler d'intelligence. Évidemment, il n'y a pas d'intelligence au sens strict, mais... La manière dont renaît une forêt, la manière dont il suffit que vous restauriez un minimum d'éléments dans un écomilieu et instantanément la vie réapparaît. Et avec une vitesse, si c'est bien approprié, phénoménale. Très impressionnant ça. Donc c'est évident qu'il y a des analogies entre cultiver un jardin et avoir une intelligence de son organisme. De la manière qu'il y a aussi une relation entre exploiter des champs avec de l'engrais pour avoir une production maximum et l'utilisation intensive de ton organisme au service de tes projets sans te soucier de savoir si tu n'es pas en train de manger les batteries fondamentales de l'organisme. Parce que tout n'est pas... Beaucoup de choses sont renouvelables, hein. C'est aussi très impressionnant parce que c'est pas simplement, si on veut être très précis, c'est pas simplement des tissus qui fonctionnent longtemps, c'est des tissus qui s'auto-régénèrent aussi. C'est pas mal non plus. Ce serait génial quand même si on avait des... Vous voyez, comment ça s'appelle la plomberie, voilà. Cherchez d'avoir une plomberie, comment si tu avais une plomberie qui s'auto-répare, qui s'auto-régénère, qui détermine exactement la qualité, qui vient boucher toutes les fuites. Ça serait super bien. Si on pouvait injecter de l'organique, sauf que le problème c'est que la plomberie, elle déciderait peut-être de faire autre chose que tu as prévu. Donc elle se mettrait à pousser dans les murs, à se développer là où elle ne veut pas, à inventer des robinets dont tu ne sais pas quel est le système d'ouverture, de fermeture, des choses comme ça. En fait, c'est ça, on est comme... Parce que c'est dans la maison, les maisons contemporaines, c'est ça. On veut qu'elles soient, vous voyez, avec la meilleure... à la fois, il faut qu'elles soient isothermes, et puis en même temps, il faut qu'elles respirent. Enfin, vous voyez, que ça soit... Vous prenez les vêtements, vous prenez les maisons, ou vous prenez les prothèses organiques, tout ça, c'est le même combat. C'est en fait d'essayer, par notre ingénierie, de nous rapprocher de l'intelligence du vivant tissulaire. Et c'est là qu'on voit que c'est bizarre, tu arrives sur une certaine dimension, mais pas l'autre. Enfin, la combinaison, et c'est là que ça a quelque chose de complètement magique, le vivant végétal. Alors, et je mets là à part, en plus, l'exemple de la peau, et pas que de la peau d'ailleurs, le niveau de finesse perceptible qu'elle va percevoir, qu'elle va permettre. Mais ça, c'est la vie sensible. Mais on peut le dire déjà, vous savez, quand vous travaillez dans le bâtiment, le plombier, il prend des mesures conservatoires par rapport à l'électricien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prévoit dans sa manière de mettre sa plomberie, d'anticiper où est-ce que l'électricien va vouloir mettre ses câbles. Ou inversement, si c'est l'électricien ou le maçon qui travaille en premier, il va prendre des mesures, moi j'aime beaucoup cette expression, de mesures conservatoires. Donc il va anticiper le boulot des autres. Précisément parce qu'il voit bien que ça s'intègre les unes dans les autres. Eh bien nous, c'est très impressionnant. C'est le niveau de sophistication, de l'intrication des fonctions organiques grâce à ce tissu fondamental, c'est extraordinaire. Et notamment, le fait que tous ces tissus, cet organisme végétal, va nous permettre un niveau perceptible de perception et du coup d'intelligence, d'exercice de l'intelligence extrêmement poussé. Oui, moi je suis très frappé. Alors, on s'émerveille de la miniaturisation informatique, c'est très très bien. On s'impressionne de la nanotechnologie, mais nous on est des nanotechnologies vivantes. C'est d'ailleurs plus bas que le nano. Vous voyez, on est enfin le niveau de perfectionnement de cette vie végétative. Hein. Je ne suis que dans le végétatif là. Je ne suis pas dans l'animal. Du coup, c'est bon, comme le propose Aristote, de se pencher sur la première opération qui caractérise ce niveau de vie, qui est la nutrition ou l'assimilation. Pourquoi est-ce que ça fascine, pas seulement Aristote, mais pourquoi ça fascine les anciens? Eh bien parce que ce qui n'est pas le vivant devient le vivant.
Alors on a des exemples magnifiques, nous, c'est que tu as des substances, à petite dose, ça te tue, à grosse dose, à grande dose, ça te nourrit. Mais il ne faut pas les confondre avec celles qui, à petite dose, te sauvent et à grande dose, te tuent. C'est impressionnant, ça. Et donc, la capacité d'intégration non seulement de la matière non vivante, l'air, l'eau, les minéraux, mais toute la vie végétative et la vie animale. Sauf si vous êtes vegan, vous transformez, enfin même si vous êtes vegan, parce que les moustiques et tous les comment ils s'appellent, les petits trucs minuscules horribles là, qu'on aspire, qu'on a tous dans les narines, mais quand tu as une photo, tu ne t'en mets plus. Les acariens, voilà. Les horribles acariens. Donc en fait, tu n'arrêtes pas d'assimiler des animaux, mais c'est pas grave. Si tu es vegan, si tu penses jamais. Donc il faudrait que tu sois complètement isotherme de la vie animale, c'est mal parti. En plus, on a dedans des animaux, donc vraiment, c'est drôle. Mais il faut passer à l'eau de javel, enfin, c'est compliqué de supprimer tout l'animal, vous voyez. Bon. Mais en tout cas, ce qui est frappant, c'est que, bah oui, d'être carnivore, c'est pas nécessairement péché, quoi. Alors on peut considérer, ça dépend si tu remercies cet animal de bien vouloir te prêter une partie de son énergie pour que tu puisses te nourrir, mais on est même capable d'en manger les animaux. Et donc, c'est vrai que et donc, ce qui fascinait les anciens, c'est comment tu fais pour que ce qui est différent devienne toi. Comment la nutrition, c'est l'adaptation c'est qu'il faut que mon organisme s'adapte suffisamment à ce qu'il assimile pour pouvoir ensuite l'adapter à moi. C'est tout un boulot, la nutrition. Tous les matins au petit déjeuner, je ne vais pas commencer à me casser la tête là-dessus. Tu devrais, parce que tout n'est pas approprié de la même manière. Mais c'est très impressionnant. Il y a des choses qu'on peut digérer difficilement et longuement, des choses tout à fait indispensables à notre organisme, et digérer très facilement des cochonneries. Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la nutrition est déjà une opération très complexe, dont Aristote dit l'art culinaire, c'est de la préparer. Hein, il est très astucieux. Il dit, mais au fond, l'art culinaire, pas simplement l'art culinaire, c'est de la préparation matérielle de l'aliment. Mais ça, Aristote ne le dit pas, mais on pourrait l'ajouter. Même le rituel contribue à la qualité de l'assimilation. Et on le sait bien, c'est tout un art de manger de manière à la fois non seulement saine, mais au bénéfice optimum des organismes, et si possible, au bénéfice maximum de la convivialité. C'est difficile. Parce que des fois, ce qui rend convivial n'est pas bon pour la santé, et ce qui est tout à fait bon pour ta santé n'est pas du tout convivial. Tous les matins, si tu commences au petit déjeuner à partager une cuillère à café d'huile de foie de morue, ça ne va pas faire dans la convivialité. Tu préfères verser le café. Puis ils iront prendre leur pilule ou leur machin d'huile de foie de morue. Tu sais, c'est les gens qui arrivent avec les médicaments. Dans les EHPAD, oui. Chacun avec ses médicaments. On ne partage pas tous les médicaments, parce que c'est des trucs, c'est pas toujours très bon à manger. Donc c'est bizarre, les gens, quand ils prennent leur petit déjeuner ensemble, se débrouillent pour apprendre leurs médicaments avant ou après. Normal, pour la convivialité, c'est pas géant, tu arrives avec tes 120 médicaments. En plus, l'autre, il n'en a pas, donc ça te fait des complexes. Donc, tu ne sais pas très bien si tu as tort d'avoir des médicaments, si tu n'en as pas, si tu as raison de ne pas en avoir. Bon, bref. Pourtant, les médicaments, c'est des éléments chimiques que tu vas assimiler. Hein. Pas que des compléments alimentaires. Par contre, c'est des choses que tu vas devoir... D'ailleurs, si tu ne les assimiles pas, ça ne va pas faire médicament. Et donc, il y a toute une... mais c'est très étonnant. L'art de la table et de la cuisine me fait bien comprendre que comment dire ça? Parce que dans la convivialité, on prend soin les uns des autres. Et évidemment, prendre soin les uns des autres par la parole ou par la quantité d'alcool qu'on intègre, et pas du tout par la qualité de ce qu'on mange, c'est plus difficile la convivialité en repas de jeûne. Si tu as juste un petit bout de pain et de l'eau claire, il faut beaucoup de charité fraternelle pour que le repas... Ou alors il faut une lecture mystique qui t'emporte, mais voilà. Parce qu'effectivement... D'ailleurs, c'est peut-être très simple pour l'organisme, hein, mais comme c'est par mode de privation de la sensibilité, en partie, c'est pas toujours bien apprécié. Et donc, mais vous avez des gens, faut-il faire quand on fait des sessions de jeûne, parce que c'est pas uniquement religieux, hein, faut-il le faire en groupe ou tout seul?
Est-ce que ça aide de se retrouver à boire son jus ensemble ou de le boire seul? Parce que vous l'avez compris, la vie végétative, c'est aussi ce qui me relie aux autres de manière élémentaire. Puisque c'est ce qui me fait assimiler le monde dans lequel je suis, d'accord, et le faire mien de manière telle que je m'y insère mieux. Parce qu'évidemment, la nutrition, elle a pour but d'optimiser ma capacité d'autonomie et d'adaptation à l'environnement. Donc il y a un cercle. Le but, la nutrition, n'a pas pour finalité de construire un extraterrestre, mais au contraire un intraterrestre. Ça doit me mettre en c'est un des exercices de l'osmose avec mon milieu, de l'osmose et de la différenciation. Et donc l'organisme qui assimile est le lieu, c'est comme un espèce de... Là, je vois bien mon organisme en tant que végétal, c'est un lieu frontière. De nouveau, c'est un interface. C'est une membrane entre moi et le monde, mais une membrane où il y a des échanges. Et bien, ce qui est très impressionnant, et c'est peut-être le plus impressionnant, c'est que la matière, parce que normalement, vous mangez des animaux morts. Enfin, même si, oui. Donc c'est plus, au sens strict, vous ne mangez pas du vivant. Et d'ailleurs, voilà, dès que vous cuisez vos légumes, voilà. Est-ce que je mange, oui, la plante ne continue pas à pousser dans mon ventre, hein. Enfin, il vaut mieux pas. Et donc, c'est très impressionnant. Donc, ça veut dire que ce n'est pas du vivant qui me donne sa vie, c'est les constituants du vivant qui sont assimilés par le vivant que je suis et que je rends vivant. Je vais vivifier la nature, les aliments que j'assimile. C'est aussi qui est très impressionnant. En gros, si vous voulez, c'est là que je vois que la vie, ce n'est pas simplement une espèce de cerveau qui va organiser l'industrie matérielle de mon corps. Non, non, non. Ce corps, il est vivant. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de matière dans mon corps qui ne soit pas vivante. C'est très impressionnant, ça. Et donc, la matière non vivante devient vivante dans l'organisme. Donc, l'assimilation, comprenez bien, ce n'est pas simplement comment on pourrait appeler ça, un espèce de remix intelligent des éléments matériels, vous voyez. C'est beaucoup plus que ça. C'est une intégration dans une dynamique vitale d'éléments pris à l'environnement dans lequel je suis. Donc, ça veut dire que dans la nutrition, je transforme. Des choses deviennent ce qu'elles n'étaient pas. Les carottes ne s'appellent pas Albert. Assimilées, elles deviennent Albert. Ah mais non, non, ça devient le corps d'Albert. Mais mon âme, elle est substantielle. Et donc non, mon corps, c'est moi. Hein. Je ne suis pas que mon corps, mais mon corps, c'est moi. Ça ne veut pas dire qu'il faut transformer tous vos ongles ou tous vos cheveux que vous coupez en reliques, hein, mais voilà. Et donc, Aristote insigne, il dit, mais au fond, parce qu'il essaie de comprendre pourquoi, quelle est la cohérence de l'appropriation entre les aliments et le végétal que nous sommes. Et c'est très astucieux. Il dit, mais un aliment qui est trop différent du vivant qu'il doit devenir est inassimilable. Mais un vivant qui n'est pas assez différent du vivant qu'il assimile n'a pas d'intérêt pour ce vivant. Hein, qui essaie de comprendre qu'il y a à la fois de la différence et de la similitude. C'est ça parce que certains ont développé une espèce d'instinctothérapie alimentaire. C'est qu'en fait, si tu fais confiance à ton intuition, tu devrais savoir exactement ce qu'il te faut pour manger. C'est pas dans ta tête que tu sais, c'est dans ton corps en fait. Donc c'est vrai que si j'apprends précisément à être plus présent à l'organisme végétal que je suis, cet organisme me donne la perception de ce qui lui convient.
normal. Enfin, vous voyez, épouser ça, je deviens compréhensif de la cohérence interne de cet organisme et de ce qui lui est approprié ou non. Alors, bien sûr qu'il y a des choses qui sont pour tout le monde mauvaises, le cyanure à haute dose, enfin, tout ce que vous voudrez. Il y a des choses qui sont bonnes pour tout le monde, et encore, l'eau, l'air, c'est vrai, mais ça dépend à quelle dose même. Et puis après ça, il y a ce qui est, ce qui est bénéfique à certaines formes de configuration organique. Et puis après ça, il y a chacun. Et puis il y a chacun à tel moment de la dynamique organique dans laquelle il est. C'est pas la même chose si tu viens de passer 6 mois épuisants, ou au contraire, si tu viens passer 6 mois à faire de l'exercice, le besoin de l'organisme n'est pas le même. Donc, ce qui veut dire au passage, d'ailleurs, ça sert aussi à la philo du vivant, c'est que toutes les grandes déclarations sur voilà la solution, vous avez tel problème, monsieur, madame, voilà le truc qui va convenir à tout le monde, c'est stupide. L'Oréal, ça ne marche pas dans les aliments. On ne va pas trouver le fond de teint planétairement le même pour tous. Ou par catégorie, parce que chez L'Oréal, c'est par grande catégorie. Vous avez 5 types de femmes idéales et vous avez quelques aires géographiques. Vous remixez les deux, enfin le même produit, d'ailleurs, vous le revendez partout. Ça ne marche pas. C'est bien d'ailleurs, les seuls aliments planétaires s'appellent McDo et Coca-Cola. Ce n'est pas des exemples absolus de... Enfin, c'est pas vrai, parce que les vrais, ils sont gratuits, c'est l'air et l'eau, mais... Voilà. Et que, de nouveau, l'intelligence... Parce que vous voyez bien, on est là-dedans aujourd'hui, enfin, pour ceux qui essaient de se nourrir correctement, c'est-à-dire de contribuer à la vie végétale en eux de manière éclairée, on voit bien qu'il ne s'agit pas de prendre ni ce qui me fait plaisir, ni ce qui est censé être thérapeutiquement excellent pour moi, mais qui est absolument dégoûtant à manger. Oui. Comment vous mixez ça? Ça permet de prendre beaucoup de recul, parce qu'une fois que je suis dans mon corps, j'écoute ce que disent les gens qui te disent ne te nourris qu'avec des graines, ne prends que des jus, ne prends que le jus ou que les fibres, parce que c'est très marrant, vous avez ceux qui disent prends les jus, mais pas les fibres, et ceux qui disent mais non, jette le jus, garde les fibres, avec des machines qui coûtent très cher. Moi j'ai vu ça une fois, c'était formidable, dans la même, c'était un truc du bien-être, une espèce de grand forum, et alors il y avait celui qui vendait la machine pour avoir que le jus et pas les fibres, et celui qui vendait la machine pour que les fibres et pas les jus. Je me suis dit qu'ils auraient pu travailler ensemble, mais non, parce que chacune des machines vaut très cher. Et donc ça permet d'avoir du recul, non pas en réfléchissant, mais en percevant comment mon organisme, lui, il a une cohérence souverainement intelligente. Ça, c'est la première dimension. On pourrait la travailler beaucoup sur la nutrition. Et la respiration fait partie de la nutrition, bien sûr. Mais évidemment, le degré de transformation n'est pas du tout le même. Les poumons, ce n'est pas les intestins, c'est plus compliqué. La digestion nutritive, c'est quand même beaucoup plus complexe que l'assimilation des composants de l'air par mes poumons. Mais c'est le même principe. Les poumons aussi, c'est un tissu spongieux, interface. Ce qu'il faudrait travailler dans le même ordre, c'est la place de la lumière. Comment est-ce que quel est le rôle de la lumière comme élément physique d'ailleurs, par rapport aux aliments et par rapport à l'organisme. Parce que la lumière, c'est très bizarre, c'est parmi les réalités matérielles, c'est celle dont nous pensons le moins, à part dans l'intelligence, qu'elles font partie de notre corps. Je vous dis qu'il y a en nous du minéral, du gazeux et du liquide, ça va bien. Mais qu'il y ait de la lumière, alors on veut bien la mettre pour les yeux, mais... Il y a un chantier là-dessus. Aristote n'aborde pas du tout ça et peu de philosophes l'ont fait. La deuxième dimension, c'est la conservation et le développement. L'organisme ne se contente pas, comme les arbres, d'exister et de s'autoconserver, il se déploie. Et chaque vivant végétal a une loi de développement différente du voisin.
Les fraisiers, ça n'a pas la même taille que les cèdres du Liban. Mais le fraisier n'a pas de complexe. Ni le cèdre du Liban, d'ailleurs. C'est parce que chez les humains, ça peut être pareil. Hein. Il y a des gens qui ressemblent plutôt à des fraises des bois et d'autres qui ressemblent plutôt à des cèdres du Liban. Mais les fraises des bois ne doivent pas jalouser les cèdres du Liban et réciproquement. Et donc, c'est très intéressant de voir d'ailleurs la diversité, de s'intéresser à la diversité du monde végétal. C'est sûr qu'une prairie, une algue ou un chêne, c'est pas pareil. Tout ça, c'est du végétal. Une pomme, du lierre, ou de l'humus, même chose. C'est pas du tout pareil. Tout ça, c'est du végétal. Et chacun de ces végétaux, de réalité végétale, me dit quelque chose de cette, comment dire ça, de ce que c'est que ce monde végétal. Et notamment l'interdépendance. C'est très étonnant comment les végétaux, les écosystèmes, c'est ça, c'est l'interdépendance des végétaux entre eux pour leur croissance, pas seulement pour leur nutrition, mais pour leur croissance. Il faut avoir tout ce qu'il faut dans le sol. S'il n'y a pas suffisamment d'espace au-dessus, l'arbre ne va pas pousser. Ou il suffit d'une petite variation d'acidité du sol parce que c'est un pin et c'est fini. Enfin, voilà, pour dire que... Et je trouve ça assez intéressant parce que, bien sûr, nous sommes des individus, des personnes, tout ce que vous voudrez, mais nous sommes aussi des végétaux. Et notre influence végétale les uns envers les autres, il y a des gens, faut pas, tu peux pas mettre... voilà, il y a des fraises des bois qui ne vont pas pousser au milieu des chênes des forêts de chênes. Ou d'autres, au contraire, qui vont pousser beaucoup mieux au milieu de la forêt de chêne qu'au milieu des fougères. Quel est Alors, on ne peut pas composer toutes les communautés humaines comme on fait des bouquets, vous voyez, comme on fait des jardins à l'anglaise, mais la permaculture, c'est ça. Quelle est l'intelligence de la complémentarité des végétaux entre eux? Une bonne communauté humaine, elle devrait pouvoir intégrer une forme d'intelligence de la complémentarité végétative. Notamment du côté de la croissance. Les gens qui ont un format qui occupe tout l'espace, il ne faut pas en mettre qu'un seul avec après ça que des tout petits à côté. Ça ne va pas le faire. Et si tu mets trop de gros machins, ça ne va pas le faire non plus. Je ne sais pas, d'ailleurs en management, ils n'ont pas encore fait ça. On fait de la graphologie, on fait de l'astrologie, on fait de la caractériologie, mais on n'a pas encore fait les catégorisations végétales. On fait les catégorisations animales. Oui, si, il y en a. Quel profil animal tu as? Enfin, évidemment, il ne faut pas mettre trop les taupes à côté des guépards. Enfin, il faut doser, quoi. Les gazelles, il faut doser les trucs, quoi. Tu ne peux pas de n'importe quoi avec n'importe quoi. Et les mygales, ils ont des endroits très spéciaux, il faut mettre avec d'autres araignées, par exemple. Et donc, mais je ne crois pas que... Non, moi j'ai vu les animaux, mais je n'ai pas vu les végétaux. C'est vrai, d'ailleurs, on te demande à quel animal voudrais-tu être dans les espèces de questionnaires, là, de je ne sais pas trop quoi. Mais on te demande rarement quelle plante voudrais-tu être. On ne veut pas que les gens se sentent humiliés, quoi. Alors que c'est très intéressant de savoir. Non pas quelle plante voudrais-tu être, mais à ton avis, de quelle plante, au pluriel, es-tu le plus proche? Intéressant, ça. Bon, les cactus ne sont pas obligés de se désigner, mais les cactus, c'est génial. Ça fonctionne des années, ça fonctionne incroyable avec un minimum d'eau. Et ça fait des très belles fleurs à regarder. Donc ça préserve les fleurs que ça fait. Et donc, il y a dans le vivant, en utilisant tous les constitutifs matériels assimilés, non seulement un développement, mais une autoconservation, donc une forme de protection. Donc la nutrition, elle est liée aussi au développement et à la protection. Elle n'est pas liée uniquement à l'autoconservation pure et simple. Vous voyez. Donc la nutrition n'a pas pour finalité uniquement que ça fonctionne bien, mais aussi que ça puisse grandir et s'autoconserver sous forme défensive ou protectrice. Les écailles des poissons, c'est incroyable les écailles des poissons. Il y a différentes épaisseurs de la peau des animaux. Tous les systèmes de défense naturelle du corps animal, c'est très impressionnant.
Et là aussi, c'est très impressionnant, il y a dans le monde végétal une nécessité interne de développement. Je dis ça parce que, vous voyez bien, l'âge venant, mais ça peut arriver très tôt dans l'existence, les gens commencent à plus vouloir grandir. Donc, vous voyez, ils délimitent un périmètre, ils rêvent de pouvoir tourner en rond dans leur petite routine jusqu'à la fin de leur jour. Aujourd'hui, ça peut commencer à 13 ans. Hein. C'est le vieux garçon, la vieille fille. Ça, c'est pas là, nécessairement, le végétal en moi va encaisser. Parce qu'il n'est pas fait pour ça. Vous voyez, on va le dire dans l'autre sens. Écoutez la loi propre du développement végétal en moi. Le développement organique de mon corps, à partir du moment où j'en deviens responsable, enfin, si on est éduqué avec intelligence, on peut l'être tôt. Hein. Les enfants, à 3-4 ans, ils sont déjà dans une certaine intelligence organique de leur corps. Vous en avez à 95 ans, ils ne le sont toujours pas, mais vous en avez, on peut l'être tôt, c'est ça que je veux dire. Et c'est fait pour qu'on le soit tôt, parce que ça ne réclame pas d'abord un niveau réflexif énorme. C'est beaucoup plus compliqué de gérer son affectivité que d'entrer dans une intelligence végétale de son corps. Et d'ailleurs, un enfant ou un jeune qui est rentré dans l'intelligence végétale de son corps, à mon avis, a beaucoup moins de difficultés à gérer la dimension affective. Par contre, si tu n'as rien fait sur l'organisme, mais tout d'un coup, l'affectif, il devient... Parce qu'en plus, tu ne le contrôles pas. Et si tu t'es imaginé, dès l'âge où l'environnement culturel dans lequel tu es, tu as fait imaginer, gérer par petite routine, ta petite vie organique tranquillou, la vie, et tout d'un coup, l'affectif débarque à l'adolescence ou dans la moindre crise, ça devient inassumable. Vous voyez, donc c'est aussi tout ça qui a du sens. C'est-à-dire qu'on n'en est pas encore au niveau du sensible, mais évidemment, il y a une continuité. Donc, si je n'intègre pas cette intelligence fondamentale de cette chose déjà extraordinaire qu'est la vie végétale en moi, je ne serais absolument pas capable de gérer intelligemment. J'arriverais peut-être à le gérer à coup de massue, de compensation imaginative, de verrouillage. Enfin, vous voyez, en tout cas, ça va pas le faire pour le développement du vivant. Bon. Inversement, c'est pas non plus en organisant toute ta vie autour du végétatif. Vous savez, c'est les gens qui ne font que du nutritif, sportif, santé. Donc, conserver sa santé devient la finalité transcendantale de l'existence, à partir de 12 ans. Donc, tu as tout pour la nutrition, c'est ça. Donc, à 14 ans, tu as déjà toute ta stratégie alimentaire, toute ta stratégie cosmétique, toute ta stratégie sportive, voilà. Et puis, alors, le reste de l'existence, et les autres d'ailleurs notamment, mais de toi-même, vont devoir s'aligner sur les stratégies que tu as mises en place. Vous comprenez bien que ça, c'est la caricature inverse. Parce que là, finalement, en fait, c'est par inintelligence et non-confiance dans la dimension végétale de ton organisme que tu te sécurises parmi le machin. Hein. Et en plus, tu comprends tous les niveaux. En y rajoutant, à mon avis, beaucoup de problèmes de représentation de soi, on va dire ça comme ça. Parce que, une fois que je suis rentré dans l'intelligence végétative de moi-même, je m'aperçois que je ne sais pas bien qui je suis. Et qu'avant que j'arrive, vous voyez, comprenez bien, à entrer dans la dynamique de la caractérisation du végétal que je suis, mais j'en ai pour des années. Et même à peine j'aurais commencé à y arriver, je passerai à l'étape suivante du vivant, de l'âge. D'accord ? Donc en fait, une vie humaine ne suffit pas. Il faudrait des arrêts sur image. En disant, bon, allez, là j'ai 20 ans, est-ce que je peux m'arrêter 25 ans sur 20 ans ? Le temps que je m'approprie tout ce qui se passe, on va dire 14. Le manque de chance, tu as l'adolescence qui débarque. 20 ans, ben non, parce qu'à peine déjà à 30, tu n'es déjà plus au même âge et ton organisme fonctionne déjà plus pareil. Donc de 10 ans en 10 ans, l'organisme se modifie. Et donc c'est très extraordinaire d'essayer de développer une intelligence de soi en sachant qu'on n'y arrivera jamais complètement. Mais en n'oubliant pas aussi que comme c'est un végétal, chaque étape éclaire la suivante. Comme pour un arbre. Chaque étape est le fondement de la suivante. D'accord ? Et que c'est jamais trop tard pour entrer dans cette intelligence et s'apercevoir de manière rétroactive, des fois un peu tard, qu'effectivement là, je n'avais pas du tout pigé que ça, c'est vraiment pas ce qu'il me faut. Oui, mais dans la famille, on nous a dit 3 steaks par semaine, le plus saignant possible, et 2 grands bols de lait tous les matins. Ben, ça dépend qui. La dernière dimension, qui est la dimension ultime, c'est que cette croissance a pour but un double but.
d'abord quelque chose d'une surabondance, d'un développement, comment vous dire ça, qui est plus que de l'ordre de l'utile. Enfin, je suis dans la logique du végétal. Hein. C'est les fruits, les fleurs. Alors nous, au printemps, on n'a pas des fleurs et des fruits qui poussent. Qu'on doit différencier de la génération. La génération, c'est le fait que le vivant, quand il est le vivant de vie végétale, quand il a atteint sa plénitude, a la capacité de contribuer à l'apparition d'un semblable que lui-même. Ce qui est absolument magique, en fait. Tu vas me dire, il faut bien, parce que sinon, il n'y aura pas de commencement de vivant. Mais c'est très impressionnant que le vivant soit capable, non pas de se reproduire comme une photocopieuse, hein, mais dans sa phase ultime, c'est l'exemple des saumons qui est le plus impressionnant, dans sa phase ultime, de contribuer à l'apparition d'un semblable à lui. Dans le cas des saumons, après ça, c'est comme si tu meurs, tu atteins, comme chez beaucoup d'animaux, hein, la génération, l'engendrement fait tellement atteindre au vivant sa habitude qu'il n'a plus qu'à mourir. Mais il ne faut pas confondre ça, je n'avais pas réalisé moi, il ne faut pas confondre ça avec les fruits et bien sûr que vous allez me dire, oui, mais il n'y aura pas de reproduction des arbres s'il n'y a pas des fleurs et des fruits. Parce que la semence, elle est dans le fruit, on est d'accord. Mais il y a beaucoup plus de fruits. Enfin, vous comprenez que si tous les fruits de tous les pommiers de France devaient chacun donner un pommier, on serait envahi par les pommiers comme par les lapins en Australie. Enfin, vous voyez, on ne saurait plus où les mettre. Oui, non, mais les lapins. En Australie, c'est les lapins qui sont devenus dangereux. Oui, non, les kangourous, ça va. Et les chameaux aussi. Les chameaux sauvages se reproduisent de manière absolument inconsidérée. Et du coup, ils deviennent presque aussi dangereux que les kangourous et les lapins. Mais c'est pour dire que donc il y a deux dimensions. Une dimension il y a un décalage entre ce développement dernier du vivant qui n'a pas de fonctionnalité vitale immédiate, et puis la génération. Il y a beaucoup plus de fruits que de pommiers engendrés. Il y a beaucoup plus de fleurs, des fois même que de fruits. Et c'est vrai, la fleur et le fruit disent la plénitude du vivant sous une certaine forme, mais celui qui dit sa perfection, c'est l'engendrement. Autrement dit, c'est et je dis ça parce que pour l'humain, nous on confond les deux. Non, il y a dans l'organisme végétal qui est le mien une forme de déploiement, de développement. On verra d'ailleurs dans la vie sensible et dans la vie spirituelle, parce que la vie sensible et la vie spirituelle utilisent cette capacité de développement du corps, un rayonnement du corps, qui est autre chose que la génération. Donc que la reproduction, mais c'est maladroit comme terme. Et procréation, il ne faut pas l'utiliser trop vite, parce que dans le cas humain, on ne parle de procréation que parce qu'il y a quelque chose dans le résultat final de la génération qui relève d'autre chose que simplement la transmission de la vie par les engendrans. Vous savez, le problème de l'humain, là, parenthèse, mais je ne vais pas le développer, c'est que dans l'humain, le résultat de la génération a une altérité absolue par rapport à l'engendrant. Ça ne va pas, ça. Enfin, oui, ça ne va pas. C'est bizarre. Aristote dit, il y a un truc bizarre. L'enfant n'est pas le produit de ses parents. La végétalité organique de l'enfant vient de la végétalité organique des parents, non? En remontant, hein, des fois, tu as le truc récessif de ton arrière-grand-père qui avait les cheveux crépus, ou de ton arrière-grand-père qui avait les yeux bridés, qui réapparaît 3 générations ou 4 générations plus tard, ça c'est autre chose. Ce qui montre bien qu'il y a une continuité vitale, végétale, des engendrants vers les engendrés. Je suis de la même chair et du même sang. C'est pour ça d'ailleurs que de la même tribu ou de la même famille, il y a de la chair et du sang, il y a du végétal. D'accord ? Je reconnais le végétal dans l'autre. Il n'a peut-être pas la même recombinaison, mais ça vient du même végétal de base, quoi. Hein. C'est les combinaisons de... Vous voyez ? Et donc c'est très impressionnant ça de voir... mais il y a aussi l'autre chose, dont Aristote dit de manière très intelligente, ça peut venir que d'ailleurs.
Ça peut venir que d'ailleurs. Mais par contre, c'est un différenciant absolu. Fait que ton enfant n'est pas ta chose, tout simplement. Qui te dit, c'est très bien, t'es ma mère, mais ciao. Il a tout à fait raison. Je dis souvent à ma maman, je suis ton fils de manière accidentelle. Oui, c'est accidentel. L'identité personnelle de l'individu n'est pas connectée vitalement à celle de ses parents. Alors, sauf par forme de gaufrage psychique, mais ça n'a rien à voir, c'est pas la personnalité profonde. Vous pouvez absolument vouloir que votre enfant vous ressemble et le gaufrer complètement à l'identité de vos pathologies pour que vous soyez bien sûr qu'il vous ressemble vraiment. Mais ça s'appelle pas de la transmission d'identité, d'accord ? Ça s'appelle la transmission de maladie psychique. Mais l'identité, elle est en discontinuité absolue. Absolue, pas relative, absolue. Qui fait d'ailleurs que tu peux dire, mais comment ça vient faire quoi dans ma vie, là, lui, là ? Je vois bien qu'il a la tête de mon oncle, qu'il ressemble à ma cousine, mais cet individu-là, qu'est-ce qu'il vient faire là ? J'ai jamais demandé, moi, qu'il y ait un individu pareil dans ma vie. Bon. Ou au contraire, on peut rêver que tu peux projeter tout ce qu'on veut. D'ailleurs, le pauvre individu, de toute façon, tu peux projeter tout ce que tu veux sur lui, mais le jour où tu t'aperçois qu'il n'est pas du tout ce que tu voudrais qu'il soit, bah, tu es bien obligé de reconnaître que tu ne sais pas du tout qui c'est. Plus tu as projeté, moins tu sais qui c'est, d'ailleurs. Et donc, ça, c'est le propre de l'humain. Par contre, si nous n'étions que des petits végétaux, alors le chêne pourrait dire au petit chêne, toi, tu es vraiment de moi, intégralement. D'ailleurs, tu vis à mon ombre, la preuve. C'est pour dire que voilà, donc cette spécificité de l'humain. Alors, ceci dit, je peux dire quand même que le végétatif soit capable d'assumer cette discontinuité, c'est aussi extraordinaire. Ça veut dire que dans cette végétalité, il y a aussi une capacité, comprenez bien, potentielle, on va dire, à être utilisée par quelque chose de beaucoup plus grand que lui. Vous voyez, c'est dingue que ce truc qui, génétiquement, et donc selon le végétal, remonte à l'arrière-arrière-ancêtre. Vous n'avez pas remarqué, là, au moment où le pape Léon est devenu pape, vous avez la moitié de la France qui a dit qu'ils étaient parents avec lui. Parce qu'aujourd'hui, en France, tout le monde fait la généalogie. Mais évidemment, on est tous cousins de manière ou d'une autre, enfin, vous voyez, sauf les pièces rapportées de loin. Et donc, il y a plein, je sais pas la moitié, mais il y a un bon quart des Français qui disent « Ah oui, non, mais il fait partie de mes... Ses ancêtres font partie des miens. » C'est pas trop difficile, ça. Quand tu vois ce que c'est qu'un arbre généalogique, c'est comme le végétal, il y en a partout. Il y en a partout. C'est comme une forêt. C'est comme si tout d'un coup, la fougère là-bas disait vous voyez, au grand arbre, ah non, mais on est de la même famille. Bah évidemment, on est de la même famille. Bah oui, mais je suis à 10 000 km de toi. Bah oui, mais par osmose, même si à 10 000 km, mais d'abord, ils sont tous de la famille, là. Sur le périmètre de l'Amazonie, qui est plus grand que la France. Donc sur le périmètre de la France, tu comprends bien, dans la jungle française, c'est normal qu'on soit assez apparentés les uns aux autres. Alors si possible, pas par vallée, hein, parce que c'est pas génial. Mais... Voilà, mais je dis ça sous forme d'humour, mais c'est pas rien d'assumer ça aussi. Mon organisme, il est issu d'une chaîne végétale transmise par engendrement. Si tu le prends avec humour, ça, c'est délicieux. Enfin, ça dépend qu'est-ce qui t'a été transmis, hein, parce que avoir aussi les maladies de l'arbre ancien là-bas, là, tu le rattrapes 3 générations, 10 générations plus tard. Tu ne comprends pas pourquoi ça tombe sur toi. Mais c'est assez intéressant, ça, de voir comment est-ce que voilà. Les humains sont végétalement reliés, finalement, extrêmement les uns aux autres. Hein. Vous savez peut-être que la science, aujourd'hui, hésite entre ce qu'on appelle le polygénisme et le monogénisme, c'est-à-dire le fait est-ce qu'il y a une seule source d'humanisation, si on met l'humain à sapiens sapiens, hein, pas si on le met à Néandertal, donc les lieux où sapiens sapiens apparaît, semblent être quand même, il n'y a pas de 25 000 sources, elles sont convergées quasiment en une seule source, selon certaines hypothèses. Donc ça voudrait dire que quand même on est légèrement apparenté végétativement. J'ai rien contre les singes. Hein. Le Néandertal, il est plus animal. Ben, en tout cas, ce qu'on en voit, c'est qu'il n'a pas le même stade. Néandertal, c'est reproduire des silex à l'infini, mais il y a un saut qualitatif du côté de la créativité qui est monumental, en fait. Il n'y a qu'une symbolisation. On ne peut même pas dire que ça soit de la symbolisation, au sens strict du terme. On peut me dire des sépultures, mais le soin de l'animal à l'égard de l'animal mort relève par moments presque de la ritualisation. C'est beau d'ailleurs parce que plus on voit, finalement, entre guillemets, comprenez bien, l'intelligence de l'animal, plus on voit la spécificité de la nôtre. Au lieu de prendre les animaux, et d'ailleurs aussi les autres, pour des abrutis qui n'ont rien compris. Voilà, c'est l'heure.
La prochaine fois, je prendrai la vie animale. N'hésitez pas, si vous avez des... oui, j'avais encore plein de choses, tant pis. Ou si vous avez des questions, parce que l'idée, c'est pas qu'on ait fait toute la matière, l'idée, c'est qu'on avance ensemble. Donc peut-être que la prochaine fois, je reprendrai un peu, comment dire ça, d'entrer dans cette... fait que la vie végétative, elle dépasse l'individu que je suis. Vous voyez bien ? Elle me met en contact avec le reste de l'univers, elle me met en contact avec le reste des vivants par assimilation, elle me met en contact avec les ascendants et les descendants par mode de transmission végétale. Et donc, et tout ça, ça crée une espèce d'écosystème végétal en lien avec les vivants de vie animale, qui sont des végétaux, en lien avec les végétaux. Donc, je trouve que ça... prendre le temps parce que vous comprenez bien que ce que je vous dis, on ne peut pas se faire des petites images. Voilà, on ne peut pas se faire des petits dessins animés. C'est ça qui est pénible avec la philosophie. Comment alors? C'est une autonomie, comment on pourrait dire? C'est à la fois de l'immersion et de l'autonomie. Nous avons besoin d'intégrer cette immersion dans la grande forêt des végétaux et cette autonomie. Qu'est-ce que nous faisons de cette immersion? Qu'est-ce que nous faisons de cette autonomie? Mais je dis que pour percevoir ça, on ne peut pas se faire des petits dessins. C'est ça la philo. Hein. La philo, c'est d'aller vers les trucs qui sont essentiels, mais tu ne peux pas te faire des petits schémas. La science, c'est génial, tu as toujours un schéma. Bah évidemment, puisque le propre de la science, c'est d'analyser le quantitatif, donc le mesurable. Donc le mesurable, c'est toujours dessinable, le mesurable. Puisque c'est de la quantité dessinée sur de la quantité, ça fait de la quantité, avec des chiffres, avec des flèches, avec tout ce que tu voudras. Mais tout le scientifique, tu peux le représenter, y compris la théorie de la relativité généralisée. Ce que cherche à atteindre le philosophe, c'est ce que tu ne peux pas te représenter, ni par petites images sympathiques, ni par petits schémas, ni par petits dessins, ni par chiffres. Et qui pourtant est toi, l'arbre que tu es, en relation avec les autres arbres. Voilà. Donc c'est plus de la prise de conscience de la réalité de ce que je suis. C'est ça à quoi ça sert la philosophie. Voilà. Et donc c'est un... Comment vous dire ça? C'est plus qu'un ajout. Pour moi, c'est plus qu'un complément par rapport à tout ce qu'on voit aujourd'hui sur la nutrition, sur l'intestin, sur ce que vous voudrez sur le cerveau. Sur toute cette vulgarisation, allez, comment vous dire ça? Oui, scientifique, mais en vue du bien-être. Vous voyez, la philosophie, c'est de me dire, ok, maintenant laisse tes schémas et apprends à percevoir quand vous vous déplacez. Vous êtes un arbre qui marche. Souvenez-vous, l'aveugle là, qui est guéri, qui dit, je vois les gens qui marchent comme des arbres. C'est dingue, ça veut dire qu'aveugle de naissance, ou pas de naissance, parce que s'il dit les arbres, ça veut dire qu'il en a déjà vu, mais ça veut dire qu'il a perçu les choses, vous voyez. Quand on fait de l'exercice, mais c'est le végétal qu'on exerce. Tous les exercices physiques, c'est le végétal. Le sport, c'est 98% de végétal, 2% de mental. On me dit c'est le mental qui fait toute la différence. C'est sûr. Mais à la fin, tu peux toujours t'entraîner mentalement à faire le 100 mètres, tu vois, en moins de 10 secondes. Si tu n'as pas tes jambes, sauf on peut te mettre des jambes mais bon, et si tu n'as pas de bras, et puis de toute façon, si tu es malade, tu ne vas pas le faire. Si tu n'as aucune respiration. Donc ça ne veut rien dire. À la fin, le Tour de France, il n'y a rien à faire. À la base, c'est du végétal. Tu as beau avoir un mental d'enfer, tu n'es pas maillot jaune à 95 ans. C'est bizarre. Pourtant, j'ai le mental. Ben oui, tu as le mental, mais tu n'as pas le corps. Et le corps, c'est ça. Et donc, je pense qu'on est encore loin, vous voyez, parce que du coup, on est dans des schémas sportifs, exercices, machin, truc. Et regardez toutes les images que vous avez qui ne sont pas greffées sur le végétal. Je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, mais elles ne sont pas basiquement greffées sur le fait que ça, c'est de la câblature, c'est du tissu, vous voyez, c'est de l'organique qui a une cohérence et qui a besoin d'un dynamisme interne pour être encouragé. Donc, c'est presque du coaching, en fait. C'est comme si la philosophie fait que je me permet de devenir le coach de mon organisme. Mais vous voyez, interne, le complice.